Donc, ce webinaire porte sur le thème de l'agroalimentaire et de la robotique. Ce webinaire détaillera les process en robotique et la façon dont les situations complexes sont solutionnées avec l'expertise de Pierre Lounis, directeur de Proxinov, et le témoignage industriel de Sébastien Marais de Fleury-Michon. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter brièvement Technocampus Alimentation. Donc, celui-ci fait partie intégrante du réseau régional des technocampus qui est mis en place par la région des Pays de la Loire. Les technocampus sont des plateformes de recherche technologique mutualisées qui colocalisent des équipements de pointe et des acteurs industriels et académiques majeurs dans les filières stratégiques. Ils sont gérés et animés par Solutions Eco et ils fonctionnent en réseau de manière à favoriser la cross-fertilisation, les échanges et accélérer l'innovation en région. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur cette slide, il y en a 5 qui sont inaugurés. C'est un réseau qui tend à se développer. Effectivement, le prochain sera inauguré, qui sera inauguré est robotique et cobotique et dont l'animateur technologique est Proxinov. Pour le Technocampus Alimentation, l'animateur technologique est Solutions Eco, dont je fais partie, et nous sommes une équipe de 3 personnes. Donc, eh bien voilà, qu'est-ce que le Technocampus Alimentation? Eh bien, c'est un outil qui est dédié à l'innovation alimentaire. Il est au service des entreprises alimentaires et a pour vocation de fédérer et d'animer l'ensemble de la communauté régionale qui travaille autour de l'alimentation. Ils permettent d'accéder facilement à l'expertise régionale de pointe, et de s'ouvrir au champ des possibles, de mutualiser et de créer des synergies entreprises, recherche et formation, et pour concevoir des solutions adaptées aux besoins des entreprises et surtout accroître leur compétitivité. Donc, le Technocampus est symbolisé par un bâtiment qui est situé sur le site de la Géraudière au nord de Nantes, à proximité de l'INRAE, ONIRIS, le CTCPA. Voilà, il regroupe 10 acteurs académiques et industriels variés. Et en fait, ce qui en fait un écosystème dynamique propice au partage et à la collaboration. Et, sans oublier, hein, effectivement, même si nous sommes situés sur Nantes, on n'oublie pas les autres départements du 49, 53, 85 et 72. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous rayonnons sur le territoire, sur l'ensemble du territoire ligérien. Donc, je vous ai décrit l'environnement du Technocampus Alimentation, mais quelle est sa mission? Donc, en fait, effectivement, il a pour vocation de fédérer et d'animer l'ensemble de l'écosystème régional qui travaille sur l'alimentation saine, durable et responsable. Il est au service des entreprises et il a pour mission de contribuer à renforcer la compétitivité des entreprises agroalimentaires ligériennes en concevant des solutions performantes pour booster leurs innovations. Alors, tout ceci pour mener à bien donc ces missions, l'équipe du Technocampus Alimentation est là pour vous conseiller. Donc ça signifie c'est accompagner et conseiller de manière individuelle tous les porteurs de projets, entreprises, entrepreneurs, enseignement supérieur, recherche, en apportant un premier élément de réponse, en orientant vers des dispositifs de financement public et en dirigeant vers des partenaires adéquats et notamment vers les pôles de compétitivité lorsqu'il y a, en cas de projet du moins collaboratif. Autre mission, c'est de vous accompagner dans vos innovations. C'est d'analyser les signaux faibles, les tendances pour détecter des projets innovants d'études industrielles ou R&D. C'est de contribuer à débloquer des verrous éventuels. Et puis, cross-fertiliser, ça c'est un mot que
que nous emploierons fréquemment au Technocampus Alimentation, donc cross-fertiliser et accélérer le déploiement des bonnes pratiques des technologies issues d'autres secteurs, d'où notre webinaire en lien avec la robotique. Autre mission, c'est de vous former en anticipant les besoins en formation des entreprises alimentaires et en accompagnant les collaborateurs industriels dans leur montée en compétences, tout en contribuant en amplifiant les liens entre la formation initiale et les entreprises. Autre mission, comme vous pouvez le voir, c'est vous connecter. C'est de vous faire bénéficier de l'effet réseau pour créer une dynamique collective. Donc, les objectifs ici sont de renforcer les collaborations recherche-entreprise sur tout le territoire des Pays de la Loire. C'est de renforcer notamment les liens entre le monde académique et les entreprises et aussi les liens entre les entreprises et les étudiants, nos futurs prescripteurs. À travers tout ceci, c'est effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'engager du lien sur la filière et avec d'autres secteurs d'activité au travers du réseau des technocampus. Pardon. Dernière mission, eh bien, c'est de vous apporter de l'information différenciante. C'est de l'apporter de la connaissance sur des sujets d'actualité, des sujets techniques et scientifiques, sur des nouvelles méthodologies via l'organisation de différentes animations et événements. Nous proposons des rendez-vous réguliers qui jalonnent l'année dans les 5 départements du territoire. On va souvent parler, nous, maintenant, des jeudis de l'agro, par exemple. On va parler des rendez-vous Open Innovation, dont ce webinaire en fait partie, et on va parler des rendez-vous Open Science. Nous proposons également des événements différenciants d'une journée, notamment Food for Sight, l'innovation en immersion. La prochaine édition, nous allons la reporter finalement en 2022 parce que sur cet événement-là, nous avons des conférences, 5 ateliers participatifs et dans les conditions qui nous sont actuelles, c'est difficile d'engager des ateliers participatifs. Autre événement que l'on met en place sous le forme d'une journée, c'est Food for Pack. Donc là, sur la cible senior cette année en 2021. En 2019, nous l'avions organisé sur la cible enfant. Autre journée que l'on va mettre en place également, c'est une journée tendance et usage du monde et une journée alimentation saine et durable. Voilà, donc voilà. À travers tout ceci, je voulais également vous informer, de vous illustrer mes propos sur une présentation d'action qui a été menée depuis plusieurs années par Cap Aliment et qui va être prise dans le cadre du Technocampus Alimentation. Donc, cette action opération chercheur en entreprise s'adresse aux entreprises industrielles, agroalimentaires du moins, et l'objectif, c'est que l'entreprise ouvre ses portes aux enseignants-chercheurs, postdoctorants et doctorants. Et à l'occasion de cette journée, l'entreprise présente ses différents départements, le département innovation, qualité, innovation, R&D. Et nous visitons l'entreprise par cette même occasion et à l'issue de cette visite, l'entreprise présente ses problématiques de recherche qu'elle rencontre. Et avec ce public qui est présent, nous constituons un groupe de pas plus de 10 personnes pour faciliter les échanges lors de cette journée. Cette journée a pour objectif de faire en sorte qu'ils se connaissent mieux, le monde de la recherche et le monde de l'entreprise, et que c'est vraiment dans l'objectif d'envisager, pourquoi pas, d'éventuelles collaborations. Donc, nous avons organisé aujourd'hui 11 opérations chercheurs en entreprise. La dernière était en 2019 chez Lactalis. La suivante devait avoir lieu chez Fleury-Michon en novembre dernier, mais finalement, nous la reportons, j'espère, en 2021, si la situation s'améliore. On croise les doigts. Donc, en fait, je fais un appel aux entreprises agroalimentaires qui sont présentes ce matin. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à revenir vers l'équipe et on pourra monter ce genre d'événement.
Autre événement, effectivement, enfin, autre action que je pense qu'il est important que vous ayez en tête, il y a différents outils web qui ont été mis en place par Cap Aliment. Ces outils web, vous les trouverez sur le site et ce sont des outils qui permettent aux entreprises d'identifier les compétences, des formations, des équipements qui peuvent leur être utiles pour leur projet d'innovation. Donc là, je ne vais pas vous les lister. Je vous invite à visiter le site internet. Voilà, Agrobiotis, par exemple, est l'annuaire national des partenaires prestataires et fournisseurs de l'agroalimentaire. Vous avez un projet, vous souhaitez trouver un prestataire ou un partenaire qui pourrait faire de la prestation à froid ou de la cuisson ou de la haute pression. Enfin voilà, vous aurez ces informations-là via des moteurs de recherche. Donc je vous invite à aller voir tous ces outils qui sont à votre disposition. Pour information, ces différents outils vont être prochainement mis à jour. Donc avec le Technocampus Alimentation. Et puis, dernière slide, pour ne pas trop prendre de temps, je vous présente les prochains événements qui vont être prochains événements qui vont être organisés par le Technocampus Alimentation en partenariat avec des partenaires, enfin d'autres structures, hein, que là vous en voyez quelques exemples. Je vous parlais des Jeudis de l'Agro, donc là 2 événements qui sont organisés en janvier et mars. N'hésitez pas à vous inscrire. Et donc tout ceci seront visibles sur le site du Technocampus Alimentation. Voilà. Je vous remercie et je vais passer maintenant la parole à Pierre et Sébastien qui vont nous présenter les solutions robotiques adaptées à l'agroalimentaire. Merci. Donc, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la robotique dans le monde agroalimentaire et je suis là pour apporter mon témoignage en tant que responsable automatisme dans la société de Fleur et Michon. Donc, Fleur et Michon, nous sommes une société agroalimentaire principalement basée en Vendée, créée en 1905, toujours indépendante et familiale, important, 3e marque la plus vendue en France avec un chiffre d'affaires en 2019 de 747 millions d'euros. Investissement à l'international, nous avons des sociétés Espagne, Pays-Bas, Amérique du Nord, 8 sites de production en France, dont 6 en Vendée. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, fortement intégrés dans la région Vendée. Donc, voici pour Fleur et Michon. Mon poste au sein de cette société, je suis responsable automatisme et robotique. Donc, ça couvre un grand domaine, tout ce qui est l'automatisme, la robotique industrielle et aussi la vision industrielle. Avant ça, j'ai un passé de 10 ans d'automaticien dans une société de conception de machines spéciales. Et donc, je suis chez Fleur et Michon depuis 2013. Et aujourd'hui, je me retrouve dans les locaux de Proxinov pour vous parler de la robotique dans le monde d'agroalimentaire. Et oui, bonjour, je suis Pierre Lonis, le directeur de Proxinov. On a la chance d'accueillir Fleur et Michon. Proxinov, c'est le centre technique en robotique industrielle que vous connaissez, basé à La Roche-sur-Yon. Nous sommes près de 160 adhérents maintenant. Nous sommes un centre d'expertise technique focalisé sur la problématique de la robotique industrielle. Les adhérents de Proxinov sont répartis dans 3 familles. La famille des fournisseurs, des équipementiers, qui représente à peu près 37% l'année dernière, 37% de nos adhérents. Ces équipementiers vont avoir des outillages à mettre à disposition des intégrateurs, qui sont un tiers d'adhérents, de façon à pouvoir créer des machines spéciales à base de robotique et de cellules robotisées, donc un peu plus large que le robot lui-même, pour les utilisateurs finaux. Donc la promesse de Proxinov, elle est claire pour les acteurs qui ont besoin de la robotique. C'est premièrement pour les fournisseurs de mettre en avant dans des cellules et des activités dynamiques leurs équipements. Pour les intégrateurs, c'est d'aller dérisquer les problèmes
les problèmes que la robotique peut voir survenir sur des machines spéciales et potentiellement complexes que sont les machines à base de robots, et pour les utilisateurs, d'aller préciser les cahiers des charges, outillage des machines pour répondre à leurs besoins. Donc nous avons plusieurs cellules dans nos ateliers et ces cellules nous permettent de réaliser des projets sur des secteurs d'activité divers. Et l'un de ces secteurs d'activité, eh bien, c'est l'agroalimentaire. Donc la cellule agroalimentaire, c'est une de ces cellules qui peuplent le centre de Proxinov. Elle travaille dans des caractéristiques spécifiques qui nous permettent d'aller étudier une partie de l'environnement compliqué du monde agroalimentaire, donc essentiellement sous des contraintes de froid et d'humidité, avec du froid positif. Et ça nous permet de faire du travail sur de la manipulation de produits nus. Le matériel disponible, comme dans beaucoup de nos cellules, est constitué, vous allez le voir, de matériel de vision, de transitique avec du convoyeur, de l'éclairage, et puis des robots avec leurs cartes, de façon à pouvoir constituer une application sur une cellule robotisée dédiée. On voulait vous présenter dans ce sommaire, en guise de sommaire général, notre exposé sur 4 points. Le premier, c'est pouvoir vérifier qu'on est tous en phase sur la problématique de l'intégration de la robotique, avec le pourquoi intégrer la robotique. Ensuite, pouvoir montrer avec l'expérience de Fleury Michon, par l'exemple, la réalité de l'intérêt de cette intégration. Et puis, essayer d'avoir un travail à 4 mains, à 2 têtes, pour pouvoir montrer que la robotique, c'est ce qui se fait aujourd'hui de manière en production, de manière régulière, mais il y a de nouvelles activités qui sont en train de se positionner et qui doivent pouvoir rentrer dans les ateliers, notamment les ateliers de l'agroalimentaire dans les jours, les mois qui viennent. Et enfin, on vous dira quelques mots sur comment on peut faire pour travailler entre un industriel et un centre technique. L'intégration robotique, ce sont 2 points essentiels. Ce sont d'abord de la qualité et du bien-être humain au travail, et puis enfin de la qualité de la production. Donc ces 2 points, on peut les distinguer en deux zones d'intérêt chacune. La première, c'est pour le but, c'est d'améliorer les conditions de travail des salariés. C'est un des points essentiels qui nous font dire que la robotique, c'est un élément pertinent aujourd'hui pour pouvoir remettre du bien-être au travail sur les lignes de production. Et puis, un des éléments qui a été très clairement noté par les différentes CARSAT et autres organismes d'hygiène santé au travail, c'est d'éviter les troubles musculo-squelettiques. Donc ces 2 points-là sont 2 points essentiels sur la qualité du travail en situation sur les outils de production. Il ne faut pas se leurrer, c'est aussi une nouvelle façon d'automatiser les ateliers, et donc grâce à la robotique, on va améliorer la productivité selon différents axes, que ce soit l'agilité ou les problématiques de cadence. Et donc, on va beaucoup mieux maîtriser le process de fabrication. Donc, intégrer la robotique, la première question qu'on voit que les industriels se posent quand ils amènent cette question sur la table de Proxinov, eh bien, ça pose des questions sur ces différents points, et nous allons chercher à travailler sur ces différents points pour apporter une solution qui s'avérera être viable ou non, mais ce sera l'objet de l'étude, on en reparlera un peu plus tard. Sébastien, je pense que sur ces sujets-là, Fleury Michon n'est pas en reste pour ces problématiques d'intégration de robots dans vos usines.
Non, effectivement, nous avons, nous, aujourd'hui, une bonne quantité de robots intégrés dans nos différentes usines. Aujourd'hui, on a environ 100 robots, un peu plus de 100 robots sur toutes nos usines de production, rangés par type de robot pour avoir une vision un peu globale. On a 75% de nos robots qui sont des polyarticulés, qui vont sur des machines un peu plus de palettisation ou de packaging, des installations standards. 20% de robots Delta ou Régnier, aussi appelés robots parallèles, pour des histoires de cadence. Et toujours pour la même chose, histoire de cadence, on a aussi des SCARA, 5% qui va finaliser notre parc sur nos différentes installations. Donc, chez nous, en fait, une intégration classique, c'est plus ce qui est connu aujourd'hui avec les différentes flexibilité et cadence et répétabilité. Là, on voit aujourd'hui à côté, sur la vidéo, une installation qui est présente, nous, dans notre atelier de packaging, quelque chose de très standard, avec rien d'extraordinaire, si ce n'est de la cadence et de la répétabilité que nous devons avoir à faire. Donc là, sur cette installation-là, on se retrouve avec 7 robots dans la même installation, dans un espace assez restreint. Donc ici, la robotique a toute sa place et nous permet en fait d'avoir des gains de productivité sur certaines lignes de production. Ça, c'est une intégration classique. Une seconde, c'est ce que l'appelle nous la palettisation. Donc là, c'est pareil, des choses connues qui permettent de mettre en palette tous nos produits qui sont créés sur nos lignes de production. Gros avantage, comme vous voyez, c'est ce que l'on appelle la flexibilité, qui nous permet de changer de format très rapidement. La question de charge, le robot prend une couche de palette complète, ce qui permet aussi d'avoir ce gain-là versus une opération manuelle, et une répétabilité qui nous permet de monter nos palettes constant et de ne pas avoir de problème de positionnement des colis sur les palettes. Donc là, une installation très simple, très connue, 4 robots qui utilisent chacun 2 lignes de production avec une navette mobile qui permet d'alimenter en palettes vides et de récupérer les palettes pleines. Donc installation très connue, approuvée, sans gros risque d'intégration. Maintenant, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour nous dans le secteur agroalimentaire, c'est ce que l'on appelle, nous, l'appréhension des produits nus. On doit, comme pratiquement tout notre process de suremballage, packaging est automatisé à environ 95%. Maintenant, on remonte les lignes de production et les robots sont maintenant au contact direct du produit. Donc, préhension de matière vivante de produits nus. Préhension sans contact, c'est aussi quelque chose que nous regardons de très près. Qui dit préhension de matière vivante dit forcément nettoyabilité, et dit forcément certificat d'alimentarité. L'avantage de l'appréhension sans contact, c'est que on n'aura plus ce problème-là. Donc c'est quelque chose que l'on regarde nous de très près. Et du coup, ici, une vidéo d'une installation non présente chez Fleury Michon, qui a été développée par un intégrateur faisant partie de la sphère de Proxinov. Donc là, on voit directement des produits qui prennent des produits nus et qui les déposent dans une installation. Donc ça, c'est des choses qui, pour nous, commencent à arriver, et du coup, on a besoin de des critères un peu différents et des besoins un peu différents. Autre installation non présente aussi chez Fleury Michon, mais qui est très intéressante, c'est ce que l'on appelle une installation dans un environnement sévère, aussi directement en contact du produit. Vous allez voir, on est nettoyé, et du coup là, on a besoin d'une étanchéité et d'un indice de protection très important. Il ne faut pas que l'eau rentre à l'intérieur des robots et puisse aller contaminer les cartes électroniques et les moteurs. Important aussi, ce que l'on appelle, nous, un robot sans zone de rétention. À partir du moment qu'il est nettoyé, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau qui stagne dans des parties un peu exiguës de la partie robotique. On travaille très souvent dans une température inférieure à 4 degrés, donc il faut que les robots soient prévus pour, et résistants aux produits de nettoyage. Donc là, on va le voir un peu plus loin dans la vidéo. Quand on a un robot qui travaille comme ça au contact du produit nu, il y a forcément une phase de nettoyage qui est très importante pour
pas contaminer de produit en produit. Et donc, du coup, il faut que les peintures, les joints, voilà, la conception entière de la partie robotique soit vraiment conçue pour pouvoir résister à ces produits de nettoyage. Donc, il y a certaines normes des produits de nettoyage, il y a aussi des produits plus ou moins alcalins. Donc, il faut que ces produits robotiques soient vraiment en phase avec tous ces produits-là pour pouvoir vraiment résister à tout ça. Donc, c'est ce que l'on voit bien là sur la partie vidéo. Ça, ce sont des besoins connus et des besoins en cours sur lesquels nous avons déjà des réponses des gros industriels. Maintenant, si je parle des besoins génériques dans le monde agroalimentaire, on a ce que l'on appelle, nous, simplicité d'utilisation. J'aimerais que les robots soient de plus en plus simples à utiliser. Tout le monde aujourd'hui utilise un smartphone. Nos robots, quand moi je fais des formations de nouvelles installations, le premier retour que j'ai des opérateurs, c'est celui-ci. J'arrive à utiliser mon smartphone sans aucune formation. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une formation pour piloter des robots? Donc, si on pouvait s'en rapprocher, ça serait vraiment très intéressant. La partie ergonomie homme-machine, c'est ce que je viens de dire. Un autre point intéressant, ça serait d'avoir des ajustements de points, trajectoires simplifiés. Aujourd'hui, nous sommes obligés de faire appel à la maintenance pour corriger un point, ajuster une trajectoire. Si on avait quelque chose de simplifié et de sécurisé, les opérateurs de production pourraient le faire directement en live, et toute une partie aide au diagnostic. Un volet important, la connectivité 4.0. Nous devons nous connecter de plus en plus à des automates, capteurs intelligents, systèmes de vision, supervision. Tout ça pour pouvoir remonter des données dans une base de données, pouvoir les traiter et les redescendre au plus près des opérateurs, ce qui nous permettrait d'avoir des gains de productivité. Et l'autre point, c'est l'outil avancé, maintenance prédictive. On en entend beaucoup parler dans le monde de l'automobile ou aérospatial. C'est quelque chose qui serait intéressant aussi sur ces robots-là, côté agro, pour tout simplement gagner en taux de production, pour planifier les opérations de maintenance prédictive. Connexion à une GMAO, ça pourrait être intéressant que le robot puisse être connecté à une GMAO, savoir si les pièces qui l'utilisent sont présentes en stock ou pas. Et un petit volet amélioration de temps de cycle. C'est toujours un point compliqué en tant qu'automaticien et surtout dans la phase de mise en service et de mise au point de l'installation. Quand on doit gagner quelques pouillèmes pour atteindre la cadence et même augmenter le taux de productivité, on n'a pas forcément d'outils, c'est un peu complexe. Donc si on pouvait avoir des outils avancés sur ces sujets-là, ça serait quand même très intéressant. Tout ça, ce sont des besoins génériques qui sont en test. On commence à avoir des solutions, et donc du coup on a des solutions alternatives complémentaires à la robotique, et c'est ce que Pierre va vous expliquer. Exactement. En fait, on est purement dans des problèmes de gestion de projet technique. Il y a un volet humain qui est important, et on en parlera. Mais il y a toute une gestion de projet qu'il nous faut conduire, et qui, comme vous l'avez vu, parce que effectivement, comme ce que tu dis, Sébastien, c'est qu'en fait, au-delà du robot, c'est la fonctionnalité qui est importante. Donc en fait, le robot est entouré de différents accessoires qui sont essentiels. Et donc, c'est la conception d'une cellule robotisée dans son ensemble qui est le propre du métier d'intégrateur. Proxinov vient en appui des intégrateurs pour pouvoir aller débusquer des problèmes et puis vérifier que ces problèmes techniques peuvent être résolus. Alors, je ne vais pas avoir le prix Nobel sur ce sujet, mais on a décomposé le travail qu'on doit faire pour la réalisation d'une étude et d'une cellule robotisée en 5 étapes plus une. Et la première de ces étapes, c'est de faire en sorte que l'humain soit tout au début de la chaîne de réflexion. Et donc, la plupart du temps, depuis des années, on travaille sur des outils de simulation, et donc on peut partager des simulations, et potentiellement, aujourd'hui, ce sont des simulations 3D. Donc, on a une visualisation en 3D de la machine qui va être réalisée, et on peut le partager avec les équipes. Eh bien, ce qu'on faisait et ce qu'on fait encore toujours pour pouvoir préciser le cahier des charges, pour pouvoir avoir une
une vision de faisabilité technique, de la dimensionnalité, eh bien, on va le compléter à présent avec des outils de réalité augmentée et de réalité virtuelle. On a la chance dans notre région d'avoir un acteur essentiel en France sur le sujet, qui est Clarté à Laval. Et donc, ça nous est arrivé d'aller travailler sur une machine, celle que vous avez là à l'écran, et qui nous permet d'aller insérer de la réalité augmentée sur le process, de façon à pouvoir simuler des choses qui seraient compliquées de réaliser dans les ateliers. Cette complexité d'opération sur l'image que vous avez là, c'était une opération de résinage. Donc on ne l'a pas réalisé, mais on l'a modélisé et on l'a projeté dans la lunette que la personne sur la photo dont elle dispose, de façon à ce qu'il puisse estimer les encombrements, les cadences, etc. Donc ça permet d'aller plus vite, ça permet de visualiser les choses, d'incorporer l'être humain dans l'appropriation de la solution, et puis in fine aussi, bien sûr, de réduire les coûts. Je pense que Sébastien, tu dois avoir aussi un exemple sur l'intégration de ce type de technologie sur vos machines. Oui, on se sert aujourd'hui énormément de cette réalité augmentée pour, surtout dans notre phase d'étude conception. C'est un outil intéressant qui nous permet de dimensionner, de valider sans avoir gros investissements au tout départ, surtout sans avoir à réaliser mécaniquement les pièces. Ce qui nous permet simplement de voir si les accès, des montages, le dimensionnement de l'ensemble est cohérent et si tout se passe correctement. Ça nous permet aussi, nous, d'intégrer dès le début les équipes de production. Pour nous, c'est un élément important de la réussite d'un projet, c'est l'intégration des équipes de production. Ce sont eux qui vont vivre avec, l'utiliser. Et donc, c'est tout à fait logique qu'ils ont leur mot à dire, surtout dans la phase de conception. Ça nous permet de rendre palpable l'installation. Et donc, du coup, c'est hyper intéressant pour nous d'avoir accès à ces technologies-là. Par contre, je suis d'accord que ça reste, cet outil est intéressant dans la première phase d'étude, mais par contre, ça reste quand même la première phase d'étude d'un projet. Oui, alors c'est vrai que ça permet de lancer l'étude et de faire en sorte que les équipiers soient tous informés de ce qui va se passer. Après, on a une gestion de projet classique, je dirais, avec des problématiques qui sont sur les différents étages de la capture de la donnée, le transparent que vous avez sous les yeux, jusqu'à la conception de la machine, la réalisation de la machine. Et donc, on a toujours un travail à réaliser dans tout démarrage de n'importe quel projet. On a toujours un travail à réaliser sur la donnée. Cette donnée, on en parle beaucoup en ce moment, associée à la problématique du big data ou associée à la problématique de l'IA. Et vous savez que la robotique et l'IA sont intimement liées maintenant dans tous les organes européens ou nationaux. Donc cette problématique de l'utilisation de la donnée pour en faire quelque chose, ça passe d'abord par capture de la donnée. Donc on travaille sur Proxinov sur des problématiques de capture de données qui peuvent être d'ordre divers. Là, vous avez sous les yeux, parce qu'on va parler d'agroalimentaire, une problématique qu'on a eu à traiter pour pouvoir faire de la classification d'huîtres. Les problématiques du sujet que le client nous a apporté, c'était que les cadences soient élevées et qu'on puisse distinguer des huîtres et les isoler pour les calibrer, des huîtres qui soient séparées l'une de l'autre. Vous voyez le tampon de défaut sur ces deux huîtres en bas à gauche qui sont accolées et donc qui n'ont pas été séparées par les opérations amont. Donc, le travail d'un centre technique comme Proxinov, c'est d'aller déterminer, de voir ce qui est possible de faire dans le cadre du champ des contraintes proposées par le client et partenaire. Et donc, là, pour cette fois-ci, on avait travaillé sur le système de vision et le système mécanique de préhension, de façon à pouvoir apporter des bribes de solutions que le client allait pouvoir traiter par la suite. Une fois qu'on a capturé cette donnée, il nous faut la traiter. Là encore, rien de nobélisable dans ce que je dis, mais c'est le travail classique d'un
bureau de préétude tel qu'on peut l'être. Là, vous avez par exemple, dans le traitement de l'information, c'est qu'une fois qu'on a conçu le banc qui amène les objets, eh bien, on va pouvoir faire de la vision pour pouvoir détecter la position de ces écrous, de façon à vérifier à trouver la position des écrous défectueux. Donc tout ça, là encore, là, le capteur, c'est une caméra 2D. La problématique, c'est de la vision en temps réel. Comme il nous faut pouvoir prendre les objets un par un, eh bien, il nous faut une mécanique de séparation des objets. Donc on a à peu près la même problématique que pour les huîtres de l'exemple précédent. Un sujet comme celui-ci, vous voyez, c'est 60 jours hommes pour une équipe, pour les gens de Proxinov. Et vous voyez qu'il y a une similarité entre les deux travaux, de l'agro à la métallurgie, là. Et donc, en fait, plus le temps passe et plus on est capable d'avoir un patrimoine intellectuel sur ces sujets et donc de pouvoir rapidement aller vers les bons outils et les bonnes réflexions pour lever les sujets. Un autre problématique du traitement de données, c'est l'assemblage de fils électriques sur des transformateurs. Sur cette problématique-là, on va se retrouver aussi avec de la vision. Comme nos transformateurs sont des objets plutôt 3D, on va faire de la détection. La problématique, c'est de détecter des positions de COS en 3D. D'aller ensuite manipuler des câbles souples. Donc vous voyez que là, on a des complications technologiques parce que le souple, c'est pas le rigide. Ça va pas exactement à tout coup là où on souhaiterait que ça aille. Et puis, on a une problématique de modélisation 3D du transformateur. Vous voyez l'encart en haut à droite dans cet écran. Donc là, c'est le positionnement des COS du fil, mais la modélisation 3D va aussi inclure des problématiques liées à des positions et des incertitudes de position en 3D. Donc là aussi, il faut pouvoir intégrer des éclairages particuliers, des systèmes de préhension particuliers, des systèmes de vision spécifiques. Une fois qu'on a fait la capture et le traitement de la donnée, eh bien, on va aller jusqu'à la notion de prise de décision. Prendre une décision, c'est déjà le début de l'action. Là, par exemple, sur ce cas-là, on a la problématique de la prise de décision sur la trajectoire d'un outil qui va polir un moule en inox. La problématique de ce sujet, c'était de déterminer des statistiques de trajectoire et de les comparer. Et d'avoir un contrôle très précis de l'effort que l'outil allait pouvoir réaliser sur la surface. La surface étant complexe, avec des courbures différentes, et donc il fallait pouvoir asservir la pression de l'outil pour avoir le rendu, l'aspect de surface, le plus proche possible de la problématique du client. Donc là aussi, on va faire des études, là aussi on va trouver les bons équipements, et quand on ne les trouve pas dans notre région, on va les trouver en France, si on ne les trouve pas en France, on va les trouver en Europe. Donc notre travail, c'est d'aller explorer l'ensemble des possibles et les ramener au sein de cette cellule, en faire des tests et comparer tout ça pour pouvoir amener des éléments de réflexion et de prise de décision auprès du client. Et enfin, un quatrième élément sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est l'élément de l'action. Le robot, tout le monde le connaît comme étant un objet qui porte quelque chose, et ce quelque chose est un outil. On l'appelle aussi l'effecteur, il va réaliser des choses. Eh bien, cet effecteur, on va pouvoir le construire en fonction des différentes applications. Et ce sont nos imprimantes 3D qui vont travailler selon les plans qu'on va pouvoir leur donner, de façon à pouvoir créer des préhenseurs qui soient adaptés à la complication apportée par nos solutions. On a bien sûr des équipementiers qui sont des spécialistes des effecteurs, et donc on est capable de montrer quand les effecteurs existent,
Et quand les effecteurs n'existent pas ou qu'il y a une problématique particulière sur l'action de prendre, alors on est capable d'aller dessiner et réaliser grâce aux imprimantes 3D. Ce faisant, on a pu montrer combien il était utile d'avoir des machines d'impression 3D pour faire de la fabrication additive, même sur du PLA, du plastique surchargé, de façon à prototyper rapidement des objets afin de faire les pré-démonstrateurs industriels. Donc ces problématiques-là sont des problématiques que nous utilisons pour nos besoins, les besoins des dossiers et des projets de nos partenaires, et qui permettent de montrer de nouveaux usages de l'utilisation de ces différentes machines dans les ateliers pour pouvoir préciser, accélérer le travail de prototypage dans les ateliers. La dernière étape pour nous, telle qu'on peut le concevoir, c'est la mise en service. Vous vous souvenez, en étape 0, on avait la réflexion avec l'ensemble du personnel sur ce que doit être la machine en simulation et en réalité augmentée. Eh bien, la dernière étape, c'est la mise en œuvre sur le terrain. Et donc, non content de faire l'étude technique, les équipes de Proxinov vont avec Fleury Michon, quand c'est avec Fleury Michon, avec les différents clients, dans les ateliers, pour pouvoir apporter la technologie et discuter avec les acteurs, les équipiers, quant à la paramétrisation, la mise en œuvre, les problématiques de sécurité, etc. etc. Donc cette problématique-là remet très clairement aux yeux de tous la problématique de l'expertise humaine sur le devant de la scène, puisque la machine n'est pas seule, la machine, elle est bien au contraire maîtrisée par l'être humain, et donc il y a un certain nombre de règles qu'il nous faut savoir, et donc le travail de formation des opérateurs est un travail essentiel qui est opéré par les opérateurs entre les opérateurs et les acteurs de Proxinov. Donc ça, c'est un ensemble d'étapes qui sont essentielles dans la gestion de projet et qui peuvent être vues de manière globale par le terme de création de POC, de preuve de concept. Et donc ces différentes étapes vont permettre de construire le POC qui doit être ensuite validé. Et donc la problématique du travail en commun, je ne sais pas comment Fleury Michon a pu vivre les différentes expériences que vous avez pu avoir. Là, c'est une cellule d'assemblage, donc on n'est pas sur de l'agroalimentaire, mais la définition de ces preuves de concept permet d'aller valider des solutions technologiques. Il y a un vrai travail entre l'humain et la techno, de façon à voir ce qui est intéressant sur le plan de l'application, ce qui est faisable sur le plan de la technologie, de façon à ce que ces différents essais de faisabilité permettent de prendre les décisions essentielles pour la suite du projet dans les ateliers. Donc effectivement, nous, chez Fleury Michon, on a déjà utilisé des installations Proxinov pour pouvoir faire notre POC. On a utilisé la cellule agroalimentaire, ce qui nous a permis, avec un intégrateur aussi partenaire de Proxinov, de pouvoir tester des préhensions sur produits nus sans avoir à investir dans du robot agroalimentaire et en se mettant dans les conditions réelles de notre site de production, c'est-à-dire dans une ambiance à 4 degrés, ce qui nous a permis en fait tout simplement de valider le verrou technique qu'il y avait sur ce projet-là. Et donc du coup, c'est hyper intéressant pour nous en tant qu'utilisateur final et surtout avec le partenariat intégrateur Proxinov de pouvoir utiliser ces installations-là et ce qui nous permet tout simplement de gagner du temps et du coup de gagner de l'argent sur ces projets. Voici ce que nous on a utilisé de Proxinov, mais il existe beaucoup de choses que Proxinov peuvent vous mettre à disposition et ça Pierre va vous expliquer. Oui, alors dans ces différentes actions, on vient de parler beaucoup sur la partie technique parce que la partie technique c'est le cœur d'activité, on a une vraie valeur ajoutée qui est discriminante.
L'agenda que vous avez sous les yeux vous montre qu'une autre action de Proxinov, c'est de réaliser des journées techniques. Et curieusement, vous voyez, il y a une journée technique le 20 mai sur l'agroalimentaire. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous voir si vous êtes intéressé sur ces sujets-là. Il y a une centaine entre 100, 120, 130 personnes qui viennent sur ces journées techniques dans les jours normaux, les jours où il n'y a pas des virus qui traînent partout. Et ça va revenir. Et vous voyez, on a aussi une journée technique sur la partie réalité augmentée. Il y a à peu près entre 4 et 6 journées techniques ces derniers temps là, par an. Et puis, l'objectif, c'est de créer ce réseau. Et donc, en fait, une des forces du Proxinov, c'est que c'est un réseau. Et donc, on fait valoir les succès de l'ensemble des adhérents du réseau, ce qui fait que les gens se connaissent entre eux et puis puissent voir et comprendre et travailler avec les solutions que les différents acteurs ont pu amener. Voilà, donc les différentes points de retrouvailles pour nous, ça va commencer le 30 mars, on y croit, avec la réalité augmentée, le 20 mai avec la partie agroalimentaire, et puis à partir du mois de juin, on a une deuxième partie de saison sur les journées techniques, avec des sponsorings de différents acteurs pour réaliser ces mini-salons techniques et théoriques qui nous permettent de bien comprendre les sujets particuliers qui sont les sujets d'intérêt pour la communauté de Proxinov. Voilà, je crois que c'est ce qu'on avait envie de vous dire ce matin. Moi, je conclurai en essayant de rappeler en 3 points le fait que travailler sur la robotique, que ce soit sur l'agroalimentaire ou de manière plus générale sur l'ensemble des différents secteurs, c'est d'abord de bien comprendre les besoins du métier et les besoins humains pour pouvoir y apporter une solution qui soit adaptée, purement adaptée, et pas seulement technologique, pas seulement se faire plaisir sur l'ensemble de la technologie qui est disponible. C'est travailler aussi au plus tôt avec les équipes, et ça c'est fondamental pour que le projet, les réflexions techniques et humaines sur ce sujet percolent dans les ateliers pour pouvoir apporter et du bien-être sur le poste de travail, mais aussi de la productivité. Et puis, un des éléments clés qu'on rencontre de plus en plus souvent, et vous le vivrez si vous venez avec nous, c'est qu'il faut accepter d'être surpris par des prémices ou des conclusions de l'étude, parce qu'il y a toujours des choses qui apparaissent auxquelles on n'a pas pensé et qui amènent du mieux sur la conception du projet. Donc, pour moi, travailler entre un donneur d'ordre et un centre technique comme Proxinov, l'objectif, il est d'accélérer ensemble pour pouvoir apporter du mieux dans les unités de production, mieux au sens technologique et mieux au sens humain. Voilà ce qu'on peut vous dire sur ce sujet-là, et la place est aux questions en direct ou aux questions en replay. Donc n'hésitez pas à appeler les différentes personnes qui sont sur votre écran de façon à pouvoir poursuivre la discussion. Merci à chacun. Merci à tous. Effectivement, comme disait Pierre, vous aurez vous avez les coordonnées qui s'affichent sur cette slide. N'hésitez pas à revenir auprès de chacun pour, si vous avez un problème, une solution, enfin un besoin une question particulière ou de réfléchir à une solution avec Proxinov. Et puis peut-être tirer profit de l'expérience de Fleury Michon, qui peut être aussi un bon interlocuteur. Donc voilà, écoutez, je vous remercie à tous, Pierre et puis Sébastien. Merci. Et puis à vous-même également d'avoir participé à ce webinaire. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée, au revoir.